Alors bonsoir, on va conclure ce e-week festival avec une conférence donc, qui s'appelle, comme vous pouvez le voir sur les écrans, l'e-sport et la compétition de haut niveau dans la simulation de football, généalogie, coaching, structure et quotidien du joueur professionnel. Alors, je me présente, moi donc je suis Baptiste Krebs, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel, spécialisé sur les arts, le cinéma et les arts numériques. Et en ce moment, je travaille pas mal sur le jeu vidéo. Et François Blairon de la société Utopia Gamespace, qui co-organise ce festival avec la mairie de Torcy, m'a proposé donc de faire cette conférence sur le e-sport de haut niveau. Alors, quand on a pensé à l'e-sport de haut niveau, l'idée d'une conférence sur le e-sport de haut niveau sur les simulations de football s'est très vite imposée pour deux raisons principales. La première, c'est que le e-sport est globalement né en France à un haut niveau à partir d'une simulation de football, qui est précisément la licence Pro Evolution Soccer de Konami, PES. Et ensuite, la deuxième qui me paraît particulièrement intéressante, c'est que ce e-sport est né non pas de l'impulsion d'une boîte, d'une société, mais de l'impulsion des joueurs eux-mêmes. Ce qui, dans les autres arts, par exemple, tranche un peu. Je vous donne un exemple. L'Académie des Oscars à Hollywood ne s'est pas fondée par l'impulsion des acteurs. L'organisation de la Coupe du Monde de football ne s'est pas fondée par l'impulsion des joueurs. Et ici, la simulation de football est née de l'impulsion de certains joueurs. Donc ça va être cette généalogie de la compétition de haut niveau sur PES va être notre première partie. Et ensuite, on va arriver assez intuitivement et assez logiquement sur la professionnalisation du e-sport dans les compétitions de football et toutes les prérogatives qui concernent le quotidien du joueur professionnel. Ça, ce sera la deuxième partie. Et la troisième partie, ce sera à propos donc, du coaching. Hein. On a eu une journée qui était centrée sur le thème du coaching et sur les structures donc, de l'e-sport dans les simulations PES et FIFA. Alors, je vais laisser mes trois intervenants principaux se présenter brièvement parce que vous les avez déjà entendus et vus pendant 2 jours, mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de s'entretenir avec eux, je vous laisse vous présenter. Vas-y, Soso. Donc, je me présente, je suis Soso Black, je suis joueur PES depuis 2007. Les grands faits de ma carrière de joueur e-sportif sont en 2009 et en 2020. En 2009, je fais 3e de France au Stade de France. Puis en 2020, je fais numéro 1 européen et je suis qualifié pour la Coupe du Monde à eFootball PES 2020. Sur eFootball PES 2021, j'ai fait 5e mondial sur la compétition de l'eFootball Open. Et je suis accessoirement coach de pas mal de joueurs lors de leur compétition. J'ai été coach de Smaïn Ouada en 2011 lorsqu'il fait champion de France et on s'est souvent coaché lors de grandes compétitions avec plein de joueurs. Voilà. Merci Soso. Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christopher. Donc, je suis dans le milieu aussi, je suis arrivé à peu près au même temps que Soso Black, donc 2006-2007, donc vraiment où tout avait déjà un peu émergé, mais nous on est arrivé où il y avait encore vraiment beaucoup de vie avec l'offline. Aujourd'hui on est dans un milieu un peu plus online, mais on a connu vraiment le début de cette époque. Et donc à l'époque, j'ai créé déjà mon association, donc je suis président, elle a une quinzaine d'années, où le but est non seulement de participer à des compétitions sur divers jeux, mais également de former, de coacher des joueurs, notamment organiser également des événements. Après, en tant qu'athlète, j'ai été champion du monde et j'ai eu également 2 présences au podium, ce qui fait de moi le 3e meilleur joueur de l'histoire en 1 contre 1 de la PES League. C'est pas mal. Et aujourd'hui, bon, on se rapproche un peu plus de la retraite, mais on arrive encore à rester compétitif et prendre du plaisir, ce qu'il ne faut pas oublier. Le plaisir reste à la base. Toujours, hein. C'est vrai, hier on m'a donné une vingtaine d'années encore. J'aurais bien voulu, mais ça commence à y aller. Hein. Donc voilà, et donc pour l'instant, on continue à rester compétitif dans ce milieu et j'ai représenté également
des clubs de foot. Je suis pas le seul ici. Il y en a un à ma droite qui est toujours très bien actif. Toi, c'était Boavista et Arsenal. J'ai représenté Santos, le club du Brésil. Ensuite, Boavista. Et dernièrement, Arsenal. Et je suis également un joueur international pour la Fédération portugaise de football. Ok, merci Christopher. Et dernier et non des moindres, Monsieur Kams. Yes, merci déjà Baptiste pour l'invitation. Merci à tous d'être là. Et donc moi je me présente, donc je suis Kams, donc je suis joueur pro pour Manchester United eSports. En termes de palmarès, je suis champion de France, champion d'Europe en simple et en coop sur le jeu Pro Evolution Soccer. Donc je ne vais pas préciser les années, mais voilà les titres en général. Et puis actuellement je joue à eFootball 2022. Donc voilà. Très bien, et donc joueur pro de Manchester United, et alors c'est un avis aussi personnel, mais je pense qu'il sera partagé par les deux autres, sur l'exercice précédent, et peut-être de même 2 ans, peu ou prou le meilleur joueur du monde, ou sur le podium, ou quelque chose comme ça, parmi les meilleurs joueurs du monde. Christopher aussi, et Walid, qui est quelque part par ici, Us Makabil, triple champion du monde PES, titre qui n'est partagé par personne, ni sur PES, ni sur FIFA. Exactement. Voilà. Et alors, pour notre première... Alors, il y aura 3 vidéos qui nous serviront de respiration, mais d'illustration aussi de ce qu'on va dire, et qui seront envoyées sur les écrans, et qui seront accompagnées par une performance musicale de Victor Moget, que vous connaissez maintenant très bien, et qui nous permettra un petit peu de dynamiser cette conférence. Mais dans un premier temps, je vais ouvrir sur la première partie, donc généalogie de la compétition de haut niveau sur PES, car on a avec nous un des pionniers, sinon le pionnier du e-sport en France en tout cas, qui est donc Olivier Godard, ici présent. Olivier Godard qui a créé en 1986 son association de jeux vidéo qui s'appelle Les Fêlés du Joystick, qui existe toujours et qui a accompagné toutes ces années de compétition. Olivier Godard, cette association, Les Fêlés du Joystick, entre 86 et 96, va rester dans un ordre sinon familial de proches et d'amis, mais à partir de 95, 96, 97, 98, tu vas être, alors je vais montrer l'affiche là par exemple, organisation d'une compétition de foot à la mairie, non c'est pas la mairie, c'est les MJC de Vincennes, c'est ça, et ton organisation va croître au point qu'on va te demander d'abord dans toute l'Île-de-France d'organiser des compétitions à l'époque sur le jeu FIFA. Et puis ensuite, tu vas tourner entre 1996 ou 95, 96 et les années 2000 dans toute la France. Tu vas être le seul organisateur ou l'un des seuls via les Fêlés du Joystick à lancer l'idée de compétition de football. Et puis, au début des années 2000, à l'orée des années 2000, on est dans un cercle donc amateur, mais qui se nationalise. Tu traverses la France dans des salles qui te sont attribuées, on vient vers toi, tu es très demandé, les Fêlés du Joystick sont très demandés. Et puis, un éditeur de jeux vidéo, à la fin des années 90, vient vers toi au moment où il sort son jeu phare. À l'époque, donc cet éditeur, c'est Konami, qui sort son nouveau jeu Metal Gear Solid. Tu y vas parce que tu es très amateur du jeu, et puis petit à petit, entre 99, 2000, 2001, les liens vont se créer avec Konami et l'orientation vers la simulation de football va s'imposer. Je te laisse prendre la parole, Olivier, pour que tu nous dises comment on passe donc de ce côté organisation certes nationale, mais qui va de plus en plus vers des compétitions de haut niveau déjà, vers une organisation qui est officielle et qui est validée par l'éditeur Konami, qui vient de sortir à l'époque sa première licence ISS Pro et qui va devenir donc PES. Olivier Godard, je te laisse la parole. Merci Baptiste. Déjà bonjour à tout le monde. Alors oui, effectivement, j'ai pas du tout le palmarès de ces 3 gaillards-là, que j'ai vu grandir, que j'ai vu petit. En tout cas, on a partagé des longues années ensemble et ça a été toujours avec plaisir. Donc moi, j'ai eu certainement la chance, quelque part, effectivement, de connaître les jeux vidéo quasiment à leur départ. Et puis, pour plein de raisons, je me suis retrouvé
à organiser des tournois dans un premier temps. Alors je vais rajouter un petit peu à ce que tu as dit, qu'effectivement fin des années 90, j'ai organisé effectivement notamment l'affiche qui est là, qui fera date pour l'association et pour ensuite d'autres organisations. Un grand tournoi de football qui a été plus important que ce qui était bien sûr prévu et qui a donné lieu par la suite à nombre de joueurs qui ont participé à ce tournoi ont voulu pérenniser ce qu'ils avaient connu lors de cet événement et m'ont demandé par un moyen ou un autre, de revivre ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé la partie e-sport de l'association, qui était jusqu'à maintenant plutôt dédiée à l'organisation d'événements. Donc on est devenu à ce moment-là une team e-sport. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Et puis il y avait donc les fêlés, avec quelques joueurs qui sont dans la salle. Bien sûr, vous avez vu Olivier Bellel faire des présentations et de l'animation tout au long du week-end. Olivier a bien sûr participé à ce tournoi et a fait partie ensuite de l'épopée des fêlés du joystick. Mais il y a bon nombre de joueurs aussi que connaissent certains d'entre vous. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. Dans un deuxième temps, à peu près en même temps, il y a eu d'autres petits foyers de personnes qui ont organisé localement des tournois. Alors certains peut-être ont entendu parler de Nano, Cyril Lefranc, qui à Reims dans un premier temps, puis à Sillery à côté, c'est devenu une ville emblématique, a organisé son tournoi annuel à Sillery, qui est devenu un tournoi très important. Olivier Menant, de son côté, aussi, plutôt dans l'ouest de la France, qui est pareil, organisé ses tournois de son côté. Donc il y avait plusieurs foyers. Bon, bien sûr, les fêlés, nous avions une vocation à tourner sur la France, mais aussi il y avait d'autres petits foyers, et ça, Konami l'a très vite reconnu. Après, ces joueurs, parce que comme tu l'as dit, nous étions des joueurs, il a fallu organiser, et donc ces joueurs, il a fallu se fédérer. Donc, bien sûr, il y avait un club, un deuxième club est arrivé en Normandie, donc créé et présidé par Patrick Tapin, et donc, quand il y a deux clubs de sport, forcément, l'idée de créer une fédération arrive. Donc cette fédération est arrivée, et forcément Konami est arrivé à ce moment-là, que je connaissais pour d'autres raisons, tu l'as signalé. On est en 2000-2001 ? Voilà, on est en 2001. Je connais Patrick depuis 1 an, et on fonde la Fédération française des sports vidéo. Naturellement, la France s'intéresse de plus en plus à l'idée de simulation de football, parce qu'on rappelle que 98-2000, champion du monde, champion d'Europe, ça aide. La Coupe du Monde 98 a donné une grande impulsion aussi, j'imagine. Bien entendu, et c'est une des raisons pour laquelle mon premier tournoi a eu lieu en mai 98, malgré que les tractations, entre guillemets, ont commencé entre 95 et 96, il fallait un bon événement. Le climat de l'époque n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Donc vous pensez bien que pour mettre sur pied un tournoi de jeux vidéo, à l'époque, il fallait donner quelques garanties, rassurer beaucoup de monde. Alors raconte-nous comment ces compétitions sont devenues finalement, par le biais de la rencontre avec Konami, une compétition officielle dont tu es le créateur et qui est donc la PES Pro League, ça ? PES League, tout simplement, Pro Evolution Soccer League. Donc effectivement, il va y avoir un élément, on va dire un événement fondateur. Donc fin 2001, Pro Evolution Soccer est donc sorti. La nouvelle Pro PlayStation 2 est sortie également. Et Konami donc me connaît depuis quelque temps, en tant qu'organisateur d'événements, mais a aussi conscience et aide aussi les petits foyers de joueurs qui organisent localement des tournois. Donc ils ont déjà une conscience de ce petit quelque chose qui est en train de naître, et il leur faut un événement peut-être pour vraiment je trouve pas mon mot, aidez-moi, non, vraiment les inciter à poursuivre. Et donc ils vont nous faire confiance à la Fédération française des sports vidéo, qui à ce moment-là donc compte 5 personnes, on va dire. Donc vous en connaissez bien sûr, si je dis Christophe Benoît, ici certains connaissent que lui, alias Bernie. Il y avait Patrick Tapin, alias SV, donc tous les deux de Normandie. Il y avait bien sûr mon frère, Guillaume Godard. Il y avait Christophe Corriaras, qui a fait du joystick du premier jour et qui arrive aussi un petit peu à ce moment-là. Et puis moi-même. Et là, à ce moment-là, donc du coup,
d'une organisation amateur avec des gens qui amènent leur ordinateur, qui font en gros une LAN de compétition, on passe à une compétition qui va devenir de quasi pro, en tout cas de haut niveau. Et vous et Konami, vous allez vous organiser dans des salles de plus en plus grandes et arriver sur des compétitions qui vont terminer avec un champion et une finale qui se déroule au Stade de France. Oui, donc à partir de cet événement, à l'espace Auteuil, Konami est rassuré et sait que son jeu va faire date. Alors j'en profite pour saluer Jean qui a fait partie de ce premier tournoi à l'espace Auteuil avec toute sa clique de l'époque. Donc ce tournoi nous amène derrière, Konami nous demande après, ok, on sait que vous pouvez le faire, on va vous demander d'écrire noir sur blanc comment cet événement qui existe depuis quelques années, vous le rêvez. C'est un petit peu un pari fou parce qu'ils nous ont demandé à la fois d'organiser quelque chose qui nous semblait nous un rêve et en même temps de leur côté ça a été aussi un pari fou parce que moi je suis le président des Félés, je suis rien à cette époque-là, hein, le président des Félés ça n'a pas beaucoup de crédit mais malgré tout quand même et donc il se lance, voilà, la PES League naît en un an alors que ça devait être un one shot, une année. À la fin de l'année on se retrouve tous au Stade de France. Et l'épopée naît comme ça. On sait qu'à ce moment-là, quand on est au Stade de France, on sait qu'il y aura plusieurs années derrière. Et Konami va bien sûr surenchérir derrière de plus en plus. Et on signale que François Blairon, que vous connaissez maintenant tous, a fini dans une finale au Stade de France, une de ces deux finales, trois finales. Oh, Choumo, je serais étonné quand même. Et donc, il faut comprendre que il y a des compétitions qui sont un petit peu satellites, qui se surnomment elles-mêmes championnat du monde. Il y a plusieurs autres petites associations, mais la PES League est la seule compétition officiellement créditée par Konami. Donc tu es le véritable créateur, quelque part, du e-sport en France, et tu vas accompagner cette expérience jusqu'à à peu près la jonction de l'année 2006. Et là, du coup, c'est là que je vais intervenir et on va te laisser repartir. Merci beaucoup, Olivier Godard, pour cette merci présentation. à toi de m'avoir laissé quelques minutes la parole. Bien sûr, je félicite encore, mais je les ai tous déjà félicités tellement de fois. Hein, alors Cams, on ne se connaît pas beaucoup parce que, bien sûr, tu es trop jeune. Christopher un peu plus. Hein, et puis Soso que j'ai connu sur la fin, c'était pile poil la transition. En tout cas, bonne fin de petite conférence. Félicitations, bien sûr. Et puis, mais sachez quand même que si depuis 2007, je n'organise plus la PES League, j'ai toujours gardé un œil quand même sur vous. Et tu nous rends régulièrement visite lors des tournois de PES. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Je te donne le micro. Le temps qu'Olivier redescende, on vous met une présentation donc, de Soso Black qui va illustrer un petit peu cette époque 2006, 2007, 2008 de la compétition de la PES League, qui est accompagnée musicalement par le superbe Victor Moget. Victor. C'est beau.
demande d'applaudir Soso Black et Victor Boger à la guitare. Les images que vous avez vues, c'est des images de compétition entre 2007 et 2012 par là. Hein. C'est ça. Soso et Christopher, je vais vous laisser la parole. Donc, vas-y, Soso. oui, c'est ça. C'est de 2007 à peu près 2011. Donc, on était à la transition PlayStation 2, PlayStation 3. On a plutôt bien existé sur cette période-là. On arrive donc en fin de PlayStation 2. La PES League, pour nous, c'est quelque chose d'inaccessible. On achète PES tous les ans et quand on ouvre le petit livret, il y a une feuille de présentation de la PES League et on voit des photos avec le champion de l'année d'avant. Et on se dit, bah, ça sera nous. Ça sera nous. Et ça a été le cas. Et finalement, ça a été. Nous, on n'a pas gagné, on n'a pas été champion de France de la PES League. Après, on a gagné des titres internationaux. Mais il n'y a que Kams qui a été champion de France de la PES League, de nous trois, et Walid. Mais ça, on a figuré derrière en photo sur ces pochettes et on était reconnus parfois par nos camarades de classe. Ah, mais je t'ai vu dans la pochette du jeu et tout. Non, mais et là, quand je revois ces images, c'est énorme parce que ça fait 15 ans. Et il y a 15 ans, on était dans les meilleures salles de France. On était au Paris Expo, on a fait le Tour de France pour des compétitions à 192 joueurs. Dès qu'on remercie Olivier, parce que Olivier Godard aussi, c'est celui qui, avec Stéphanie de chez Konami, ont permis la création de cette compétition. Et nous, à l'époque, on s'inscrivait à 1h du matin, à l'heure des inscriptions, des 96 joueurs, et la compète était déjà complète. C'était 96 joueurs. Quelque chose de fou, hein, voilà. Et on faisait le trajet, on faisait 200 km, 300 km, on arrivait à la PES League avec nos pièces d'identité et on espérait être juste tiré au sort. Parce qu'on n'avait pas réussi à s'inscrire à temps. Et c'était, c'était incroyable. Et Christopher, tu dates, malgré ton apparence juvénile, une sorte de Highlander, tu dates tout de même, il n'en restera qu'un, tu dates tout de même de cette époque, tu es aussi arrivé à la fin des années 2000, tu as connu cette évolution vers la professionnalisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi en tant que joueur d'abord compétitif, de comment tu as vu cette PES League évoluer et comment toi tu es passé du statut doucement mais sûrement de joueur compétitif de haut niveau à joueur professionnel? Au début, ça passe par du bouche à oreille forcément. On commence tous à jouer en ligne dans un premier temps. Ensuite, on se rend compte qu'on a un potentiel, on a un niveau. Il y a un ami qui nous conseille. Il m'avait dit, il y a une PES League à Pantin, donc curieusement où j'habite toujours. Et je suis allé me tester et curieusement, je fais un très bon résultat. Je fais finale, ce qui me permet de me qualifier pour la prochaine étape, donc les finales régionales, parce qu'à l'époque, on avait plusieurs étapes. Il y avait l'étape entre guillemets départementale, l'étape locale, qui nous qualifiait à une finale régionale, et ensuite les meilleurs en finale nationale pour espérer du coup de apparaître sur la petite pochette, comme Soso Black l'a dit, d'être le nouveau champion de France. Donc moi, quand j'ai commencé les compétitions, au début avec beaucoup d'illusions, beaucoup d'espoir, parce que avec ma personnalité, j'ai toujours été quelqu'un qui cherche toujours à gagner. Je fonctionne comme ça. Un vrai compétiteur. Ouais, j'ai ça entre guillemets depuis tout petit dans le sang. Et donc du coup, au début, je vois que le potentiel est là, je vois que je fais des performances, je vois qu'ensuite je découvre les tournois FFSV, à qui ici nous tous on se doit de remercier Olivier Godard et Stéphanie, parce que sans eux, sans elles, on ne serait pas là. Donc on doit nos carrières à ces gens-là. Et du coup, ça s'est très bien passé pour moi au début. Petit à petit, dès la première année, je fais partie des meilleurs joueurs français car je me qualifie au Stade de France. Ensuite, ça fait combien d'années au top niveau pour toi, Christopher? Si on considère la première année, on va dire que là c'est ma 16e année. 16e année. Hein. On dirait qu'il a 16 ans depuis qu'il est né. On va arrêter là-dessus. Cams, tu voulais... Ouais, moi je voulais juste rajouter un truc sur ce que disaient Soso et Christopher sur notamment parce que Chris disait à un moment que comment il a réussi à plonger dans l'e-sport entre guillemets, on n'appelait pas ça l'e-sport à l'époque. Il évoquait le fait qu'il y ait du bouche à oreille et moi je vais évoquer aussi mon cas et moi c'est par l'intermédiaire de Game One
en fait, il diffusait les compétitions officielles. D'ailleurs, Soso, certaines de tes images sont tirées justement de Game One. Exactement. Et du coup, c'était justement l'axe de communication aussi qu'avait choisi Konami aussi à l'époque pour promouvoir leur compétition. Et je trouvais ça aussi intéressant de montrer qu'aussi déjà à l'époque on avait ça déjà à la télévision et moi c'est comme ça que j'ai connu la compétition et la PES League par l'intermédiaire de Game One. Donc voilà. Alors entre on a vu la généalogie, les origines de cette compétition e-sport. Là, on est avec donc des compétiteurs qui ont bien connu la fin des années 2000 et surtout les années 2010 à 2020, qui sont vraiment le moment où le e-sport va devenir professionnalisant. Alors, pour illustrer et arriver sur vraiment cette question du joueur professionnel, on va passer du coup une vidéo de présentation de Kams qui sera à nouveau accompagnée à la guitare électrique cette fois par notre ami Victor Moget. Et tu as besoin de... On demande le DJ à la plaque pour cet accompagnement musical. Si vous le retrouvez. C'est bon ? Je vous lance cette vidéo et on revient avec notamment Kams sur la question du joueur professionnel.
Merci beaucoup. On peut faire du bruit pour Victor et Kams. Alors, Kams, de cette vidéo se dégagent plusieurs aspects. En fait. Et vous m'entendez bien au passage? Oui. De cette vidéo se dégagent plusieurs aspects. Déjà, joueur officiel Manchester United, c'est quand même la classe. Gentil. Ensuite, Merci. le début de la vidéo, un truc qui est quand même assez intéressant, championnat de France 2016, Kams, champion de France, Christopher, vice-champion de France. Est-ce que vous voulez partager vite fait cette compétition qui lance un petit peu ta carrière, Kams, hein, à 1 an près, 2 ans près? Ouais, bah après j'étais déjà... ouais, j'avais déjà fait vice-champion l'année d'avant, donc c'était dans la continuité. C'est ça, ouais, c'était Walid qui me bat en 2015, l'escroc. Et du coup, après, bah, je réussis à prendre ma revanche 1 an plus tard. Et du coup, ça tombait. On était à l'époque, en fait, à la PES World, à la PW eSport désormais. Et on était ensemble, donc c'était un duel fratricide quand même en finale. Pour la petite anecdote, cette année-là, on avait un peu moins joué, lui et moi d'ailleurs. T'avais quand même moins joué sur le 2016, et puis après c'est quand même bien qu'on se joue en finale, parce que quelque part, voilà, je pense qu'on a mérité tous les deux d'être en finale. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la compétition, il peut en rester qu'un au final. On revient voilà, à Highlander. Exactement, ou à Koh-Lanta, voilà. Mon flambeau n'a pas été éteint. Et c'est d'autant plus touchant que vous avez une relation profonde l'un et l'autre, que vous êtes soutenus, que vous vous êtes entraînés ensemble, et aussi avec Walid, Gus Makabil, qui nous a rejoint, à qui on va donner la parole un peu après. Donc, 2016, champion de France, vice-champion de France, et puis... entre 2016 et 2018, des compétitions, et 2019, une sorte de sacre. Toi, tu es engagé par Manchester United. 2020, pardon. 2020, ouais. Par Manchester United, et dans la vidéo, on voit bien l'aspect tout professionnalisant, les moyens Totalement. qui sont mis par les clubs à partir de la fin des années 2010, qui s'intéressent vraiment sérieusement aux 2 jeux, hein, PES et du coup évidemment FIFA. Les clubs, les fédérations lancent des e-leagues, la e-Ligue 1, etc. Les clubs sont partenaires avec les jeux, et Bein Pro aussi. Et donc Walid, tu es à Manchester, et toi tu enchaînes... Kams, excuse-moi. Ouais. Kams, tu es à Manchester, et Christopher, toi tu enchaînes Boavista et Arsenal. Donc on est d'accord? Dans un premier temps Santos, Boavista et ensuite Arsenal, ouais. D'accord. Alors, nous a rejoint aussi Gus Makabil, qui lui est recruté par l'AS Monaco. Je rappelle, triple champion du monde sur PES. Tu peux nous rappeler les éditions? Je lui vole la parole une demi-seconde. Juste dans les 2 vidéos qui ont été montrées, sur la vidéo de présentation de Kams, on voit autant Walid que Kams. Et dans la vidéo de présentation où on me présente, on voit aussi beaucoup Walid. Donc c'est quand même aussi un des acteurs majeurs de PES. Et c'est quelqu'un aussi qui nous permet tout le temps de progresser, parce on est une équipe, on est tous ensemble, on joue tous ensemble, on progresse tous ensemble. Donc voilà, c'était normal qu'il soit là. Voilà. Vas-y Walid. Déjà, avant de commencer, je voulais tous vous remercier l'organisation et tout ça pour cet événement. Pour nous, c'est important, et pour les jeunes, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, ça a été que tout le monde a pris du plaisir, et c'est notre cas en plus. Et pour revenir à moi, j'ai la chance d'être 3 fois champion du monde, et d'être champion du monde assez rapidement. La chance, je crois que ça n'a rien à voir avec la chance, hein. Au début, pour moi, c'était quand même, il y avait quand même une part un peu de chance, même si parce que c'était nouveau. Moi, j'ai commencé en 2015. J'ai commencé un peu après tout le monde. J'ai commencé en janvier-février 2015, et en 3-4 mois, j'ai fait champion de France et champion du monde. Donc moi qui faisais un peu de football à côté, au niveau moyen, on va dire, je me retrouve plongé dans un autre univers, on va dire clairement. C'est le domaine de l'e-sport, je suis pris de passion là-dedans. Je dédie mes journées à ça, et je fais de la compétition. Et en 2016, rebelote, je refais champion du monde, parce qu'il faut savoir que le champion du monde à cette époque-là,
défendait son titre l'année d'après, c'était en 2015 à Berlin. Donc j'ai pu assister en même temps à la finale de la Ligue des Champions, c'était Barça-Juventus. On a joué juste avant le match. Et j'étais à côté de Zidane à ce moment-là. Et en 2016, Zidane était sur le terrain vu qu'il était coach. Kams m'avait accompagné à ce moment-là. On avait vu le match ensemble. Il avait perdu malheureusement en poule, mais il s'était devenu un coach à ce moment-là. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Merci de me le rappeler. Et on va en parler après d'ailleurs. On a vu sur la vidéo que Kams a été coach de la France, foot de France, exactement. De France. On va reparler juste après. Mais du coup, on est dans la deuxième partie sur qu'est-ce qu'être un joueur pro finalement, quelles sont les prérogatives pour être un joueur pro. Est-ce que tous ici, alors celui qui veut prend la parole, mais peut nous dire, alors je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui sépare un joueur amateur dans son salon d'un joueur professionnel, parce qu'on se devine bien qu'il y a un entraînement de dingue qui suit, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui sépare peut-être un joueur compétitif d'un joueur professionnel? Il y a des places qui sont limitées, les conditions d'accessibilité sont extrêmement rares, le statut, malgré, franchement, la vidéo de Manchester United, elle en jette, Kams, vous êtes des stars, mais d'un autre côté, il y a aussi un statut du joueur pro e-sport, et c'est valable pour FIFA ou pour PES, qui est toujours précaire à l'heure actuelle. On peut se demander, mais on peut aussi imaginer qu'il va devenir de plus en plus professionnel, de moins en moins précaire, on l'espère. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un joueur professionnel pour vous? Alors je prends la parole, je suis peut-être le moins légitime pour en parler parce que je n'ai pas le statut de joueur pro, mais moi, par exemple, j'ai une vie professionnelle à côté, je suis professeur, donc voilà, la plupart des gens le savent. J'ai pas voulu mettre ma carrière de côté pour un investissement complet à l'e-sport. Je voulais que ça reste un hobby pour moi. Ça met en exergue les sacrifices, justement, donc tu es très légitime pour en parler, tu vois. Voilà, moi je fais partie de ceux qui ont préféré mettre ma carrière professionnelle, mes études en avant et laisser l'e-sport comme étant un hobby. J'ai réussi à faire des performances internationales puisque j'ai fait du champion européen en 2020, mais du circuit amateur. Voilà, j'avais eu des touches avec un ou deux clubs professionnels, ils ont perdu les partenariats. Et on va pas rentrer dans les détails, mais malgré tout, je n'étais pas, j'avais pas envie. Je n'avais pas envie d'avoir ce statut de professionnel, même quand l'occasion a pu se présenter à moitié, j'étais pas enclin à le faire. Parce que je pensais, en tout cas moi, que ma vie professionnelle avait plus d'importance que le hobby. Alors, on a des profils très différents ici. On a Kams qui est allé jusqu'à son master, qui l'a eu, et qui met maintenant en stand-by ça pour faire sa vie de joueur pro, mais qui a son filet de sécurité dessus. Voilà, c'est vraiment une histoire, c'est des parcours de vie qui font que si moi je viens dans l'e-sport peut-être plus tard, je fais peut-être pas les mêmes choix. Parce que moi, je viens dans l'e-sport en 2007, et en 2007, on fait le Tour de France pour gagner des coupes, des médailles, et on veut juste la gloire, on veut être champion. Mais il n'y a pas cette professionnalisation. Donc moi, je m'arrête 8 ans. Entre 2011 et 2019, je m'arrête. Et tu reviens en 2020 à un niveau exceptionnel quand même. Ouais, mais je suis obligé de remercier Walid, Kams, Chris, l'autre fille, parce qu'ils m'ont pris sous leur aile directement. On s'était vu chez Konami, on avait testé le jeu, le feeling y était bien passé, Chris avait fait la passerelle, on s'est tout de suite très bien entendu, on est une bande de copains, on va au resto ensemble, on sort. On fait des soirées jeux ensemble, on joue, on fait des... Voilà, on est une bande de potes. On veut pas tout savoir. Faut pas. Non, mais alors du coup, très bien. Moi, j'ai envie de vous demander, alors tu peux continuer, mais ça peut être aussi un des autres, ça c'est vous comme vous voulez, mais un jeune joueur aujourd'hui qui vous dit, mon rêve c'est de devenir joueur professionnel sur une simulation de football, qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous mettez d'abord en avance finalement la part de gloire qu'il peut y avoir, même si il faut expliquer la difficulté d'accéder au statut de joueur pro, ou alors est-ce qu'au contraire vous allez mettre en garde ce que tu viens d'expliquer, à savoir que les sacrifices sont énormes? Je pense qu'on a un professeur ici, donc son avis, il va donner son avis sur ça, et je pense qu'il est logique.
moi, professeur, forcément, je vais pousser l'adolescent à continuer ses études, forcément. Bien que, voilà, on peut être dans une filière professionnelle et être très vite sur le marché du travail. Il y a des diplômes qui sont professionnalisants. Je ne vais pas dire à chaque enfant d'aller faire un bac plus 5, parce que c'est pas non plus le but de la société. Il y a des métiers qui se font après le bac, ou après un bac plus 2, ou même parfois juste avec un certificat d'aptitude professionnelle. Mais voilà, il faut, je dirais, de ne pas sacrifier, de ne pas jeter quelque chose à la poubelle pour se jeter sur l'e-sport. S'il a une vie scolaire, qu'il la continue, qu'il aille au bout, et après qu'il pense à combiner les deux pendant un temps, et au moment où il aura son filet de sécurité, faire un choix. Et paradoxalement, on a, on fait tous partie de la communauté PES, on a des joueurs très très jeunes, d'immenses talents qui se repèrent immédiatement. On pense à Killzyu qui est joueur pro, qui a été à l'AS Monaco avec toi, Walid. On pense aussi, j'ai une pensée pour Nexa, qui est joueur semi-pro, qui est très jeune, qui a été à l'Aneo eSport, et qui est toujours d'ailleurs, je crois, et qui fait des performances exceptionnelles d'année en année. Donc on a quand même des profils très jeunes, et dans ce cas-là, est-ce qu'on les encourage, est-ce qu'on les met en garde, est-ce que les deux? La réalité aussi, c'est que c'est très difficile d'être joueur professionnel. Pour notre cas, PES, même si moi j'ai fait 2 ans sur FIFA, c'est exactement le même problème. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose. Il faut en être conscient. Maintenant, il peut y avoir des débouchés sur autre chose dans l'e-sport. Ça veut dire qu'on peut travailler dans l'organisation, dans d'autres domaines. On peut être coach. Il n'y a pas que la compétition. Mais même si tu as un talent, il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est vraiment compliqué. Quand tu es champion du monde, il n'y a qu'un seul champion du monde. C'est un fait. Et c'est toi. Ouais, ça a été moi. C'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance, justement. Sur PES, il y a 30. Il y a eu 30 pros. 30 Seulement 30 pros. Ça veut dire que depuis. Et FIFA, il y en a plus, mais par exemple, un peu plus, mais en France, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas énormément. Il y en a des vraiment pros, parce qu'il y en a qui se définissent pros parce qu'ils ont un niveau de pro. Mais il y a des joueurs pros qui vivent de leur métier. Il y a des gens qui ont. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, mais qui sont. Juste en dessous et qui pourraient être pro, et par le manque de place. Par exemple, moi je vais vous dire un truc, c'est que de 2015 à 2018, même si ça a été un choix à un moment donné parce que je voulais rester à la Néo et développer, où j'avais refusé quelques offres de contrat professionnels, j'étais pas salarié. C'est-à-dire que je vivais des gains gagnés en tournoi, qui pouvaient être élevés ou pas, mais c'est aléatoire, c'est pas quelque chose, j'avais pas de stabilité. Même si à partir de 2018, j'ai eu la chance de signer à l'AS Monaco, et depuis ça se passe très bien, depuis 3 ans, je suis joueur professionnel, mais on a quand même mis du temps. Je pense aussi à Christopher, qui est là depuis des années, qui a attendu 2018 voire 2019 pour avoir vraiment un contrat professionnel, alors qu'il avait une Coupe du Monde. Moi j'avais 2 Coupes du Monde et j'étais pas professionnel. On vivait plus ou moins des gains gagnés en tournoi, ce qui peuvent être considérables ou pas, mais c'est pas, il y a pas de salaire, il y a rien du tout. Maintenant c'est un peu plus professionnel. Cam en est témoin, et voilà, mais ça reste quand même des contrats à petite durée sur 1 ou 2 ans. On sait très bien qu'on fera pas ça toute notre vie. On sait très bien, et ça c'est important, on fera pas ça toute notre vie. Tant qu'on gagne, ça marche, mais à un moment donné il faudra penser à une reconversion. Alors, assez brièvement, 2 choses à aborder dans cette partie du joueur continuable, parce qu'il va falloir qu'on conclue aussi après. La première, c'est sur comment on s'entraîne quand on est joueur pro. Moi j'ai un peu une idée, mais est-ce que quelqu'un peut nous dire quel est le quotidien d'une journée d'un joueur pro qui s'entraîne? Et puis moi je sais que vous êtes aussi tirés les uns les autres vers le haut parce que vous vous connaissez. Est-ce que brièvement, tu peux nous dire un petit peu comment on peut avoir une idée de comment le joueur pro s'entraîne? Je pense qu'il y a plusieurs profils aussi. Il n'y a pas une règle d'or. Après, moi, en ce qui concerne notamment mon quotidien que j'avais lorsque j'étais chez Arsenal, j'essaie d'avoir l'hygiène de vie la meilleure possible. Donc ça, c'est important à prendre en compte, parce que concrètement, un bon sommeil, forcément tu te sens mieux, donc tu es à même de prendre des meilleures décisions, tout comme ce que tu manges également. Aujourd'hui ça commence vraiment à avoir une place importante dans l'e-sport, et du coup on arrive aussi à éliminer cette étiquette de
tu joues aux jeux vidéo avec ton paquet de chips et ton coca. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Donc, non seulement il y a la partie des sacrifices, il y a une partie d'organisation. Moi, je sais que voilà, j'essaie non seulement d'être bien au niveau de l'hygiène, faire du sport. Et j'étais très bien organisé parce que du coup, comme Kams et comme Walid, on avait une compétition avec des coéquipiers. Donc du coup, il y avait une organisation à mettre en place, des horaires. On tournait à peu près à une plage de 3 heures, 4 heures par jour. Donc c'est assez correct. Des fois un peu plus lorsque la compétition approche, mais en général, on avait vraiment une organisation et on se devait de la respecter. Est-ce qu'on peut dire qu'en vous entraînant les uns les autres, vous vous êtes coachés les uns les autres aussi? Ou alors est-ce que c'est pas tout à fait... Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'on s'est tous tirés les uns les autres vers le haut. Quand on s'entraîne entre très très bons joueurs, bah forcément on va apprendre, je pense on va apprendre les bons côtés de ce que lui a et ce que nous on n'a pas pour pouvoir s'améliorer tout en conservant notre identité à nous en tant que joueurs. Et puis la rivalité, on le voit dans le vrai foot, hein, Ronaldo, Messi, ou dans le tennis, hein, Federer, Nadal et avant, Sampras, Agassi, ça aide, hein, la rivalité. Ah bien sûr, mais il y a toujours de la rivalité, que ce soit entre Walid, moi, Chris et moi, mais même quand on est, en vrai, même quand on fait des matchs, on a envie de gagner le match. Vous jouez jamais un match amical entre vous. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on joue un match, on a envie de le gagner. Ça se voit dans la vidéo, Cam, c'est quelqu'un qui est très souriant, très avenant, mais quand vous voyez dans la vidéo, quand il joue, visage fermé, concentration maximale, c'est pas du jeu. Alors, il y a une part très importante dans la part de joueurs pro qui est celle du mental. Walid, je vais dévoiler une conversation qu'on a eue il y a 2 ans à Utopia, et bon, c'est pas un secret, mais dans ces jeux, le mental est tellement donc important que ces jeux peuvent énerver, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Si vous tapez FIFA Rage ou PES Rage, vous allez voir des vidéos de gens qui cassent tout. Alors c'est pas forcément, ce sont des cas isolés, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs pros vont se servir de cet aspect psychologique. Walid, tu me disais par exemple, en compétition, ça m'arrive de me mettre en colère contre le jeu et de faire croire à mon adversaire que je suis vraiment sorti du match, que je suis vraiment enragé, alors que pas du tout. Bah moi, pour mon cas personnel, parce que je pense que c'est différent selon les personnes, même Cam c'est un peu presque similaire, même si c'est un peu différent. Chris aussi extériorise beaucoup. Moi j'ai besoin d'extérioriser, je suis obligé de parler pendant le match. Il y a des moments où j'ai besoin de crier. Quand j'étais sur FIFA, je m'en souviens, parce que c'était vraiment difficile en 2017 et 2018 de défendre. Quand il y avait une action pour l'adversaire, je disais j'ai pris le but. Alors que j'avais pas pris le but, et inconsciemment la personne, peut-être à une 0,5 centième de seconde où elle se dit un moment de flottement, et ça suffit, à très haut niveau ça suffit, et oui ça fait partie peut-être un peu d'intox, moi j'en ai besoin. Mais tu vois que ça contraste par exemple avec l'image qu'on peut avoir. Moi, tu vois, quand je suis arrivé j'ai repris FIFA, tu vois, FIFA 13, 14, après je suis repassé sur PES, mais j'avais l'idée que les joueurs pros c'était des machines, parce qu'on a tous l'image par exemple de quelqu'un comme Spank, Bruce Granek, qui est hyper concentré, pas d'émotion qui même sur d'autres jeux c'est comme ça. Et voilà, et en fait, moi j'ai découvert avec vous notamment que pas du tout. Et alors parmi nous, il y a aussi quelqu'un qui s'est fait une spécificité de cette manipulation un peu mentale. Christopher, tu étais assez réputé pour... D'abord, tu étais quelqu'un de très très, perfectionniste. Donc tu me prenais du temps à mettre en place ton jeu, tes éléments tactiques, etc. Trop de temps. Et finalement, tu t'es rendu compte que ça énervait le gars en face. Et là, tu t'es dit, tactique. Clairement, de base, comme tu l'as dit, j'ai un profil très perfectionniste, très minutieux sur les détails. Et on a même créé une règle à la PES League pour le nombre de pauses et le temps y consacré. À cause de toi? À cause de moi, en effet. Au début, je ne m'en rendais pas compte. Quand je mettais pause, c'était vraiment, comme tu disais, je suis très perfectionniste. Il fallait que tout soit parfait pour moi. Et ensuite, je m'en suis rendu compte, finalement, ça joue sur l'humeur de mes adversaires. Donc c'est vrai que après, avec l'expérience, avec un peu plus de maturité, avec un âge un peu plus élevé, je m'en suis rendu compte que je pouvais l'utiliser pour déstabiliser en quelque sorte. Aussi des fois dans le bluff, aussi
un peu différent de ce que Walid utilise, mais aussi pas mal de bluffs, discuter un peu avec l'adversaire, un peu d'intox. Et c'est vrai que ça a souvent servi. Vas-y, un petit mot. Une toute petite anecdote. Moi, Christopher, j'étais avec lui dans son association, donc la PW. On avait fait des performances en club. Et en 2011, au Stade de France, donc je connais très bien Christopher et je sais qu'il va jouer de ça. Et moi, je coach son adversaire qui était Smaïn, qui était le finaliste hier. Et moi, je suis derrière Smaïn en tant que coach. Et quand Christopher appuie sur Start, je dis à Smaïn, écoute, même si là il appuie sur Start et tu joues pas, t'es dans le match. T'es pas sorti du match. Et c'est un match d'anthologie. Il est connu pour tous les amateurs de la PES League. Ils se souviennent de ce quart de finale du Stade de France 2011 où en 180 minutes, il n'y a qu'un seul but qui est marqué. Ça fait 1-0-0-0 et Smaïn va au bout de ce tournoi et le gagne. C'était soit Smaïn, soit Chris. Et là, on aurait pu parler du coaching parce que j'étais derrière. Merci parce que ma transition est toute trouvée. Merci. Puisqu'on va conclure avec cette dernière partie sur les structures englobantes de l'e-sport, des simulations de football et le coaching. Alors d'abord le coaching, puisque déjà avec la fin de la vidéo de Kams, on voyait que Kams, tu t'es retrouvé donc coach de l'équipe de France eFoot. Toi, Soso, tu as été coach de l'équipe de France 10v10 amateur, mais amateur parce que, encore une fois, ce sont les joueurs qui prennent le dessus, parce que Konami, à l'heure actuelle, n'a pas voulu s'aventurer sur le terrain de l'organisation de 10v10, donc les joueurs s'en emparent, les joueurs font les compétitions. Tu es devenu, donc, avec succès, l'entraîneur, le coach de l'équipe de France. Et puis Christopher du Portugal. Et puis alors, Christopher, cet aspect coaching, il est décuplé avec ta structure. Est-ce que tu veux nous présenter déjà la part du coach que tu es, et puis ta structure que tu as montée il y a quelques années? Donc ma structure, donc l'association loi 1901 classique, donc je l'ai créée de base parce qu'on en avait besoin pour participer à des compétitions qui ont été créées par Olivier Godard. Donc je l'ai créée j'étais même pas encore majeur. Je me rappelle, j'allais chercher les signatures de chaque joueur, donc vraiment j'étais très passionné dès le début. Et du coup, de base, elles m'ont servi pour participer à des compétitions, mais aussi de recruter et ensuite contribuer à la formation de talents. J'en ai un à ma droite, je l'ai découvert, aujourd'hui c'est devenu un des meilleurs joueurs au monde. Soso Black également, avec qui j'ai eu le plaisir aussi de collaborer, et aujourd'hui c'est pas seulement... Ils n'ont pas été seulement des collaborateurs, c'est aussi des amis, et c'est ça aussi qu'il faut garder, c'est que dans ce milieu-là, on peut ouvrir des portes professionnelles, mais aussi un côté convivial qu'il faut mettre en avant. Alors rappelle-nous le nom de la structure, pardon. Aujourd'hui, PW Esports, parce qu'elle s'est élargie à plusieurs jeux. Anciennement, elle est historiquement connue par PES World. Aujourd'hui, PW Esports, c'est essentiellement sur les jeux de foot, PES et FIFA. Bien qu'il y ait aussi une transition sur ce match, on est concentré sur les deux jeux de foot. Et c'est une structure qui a englobé le 1v1, le 3v3, le 10v10, on est d'accord? Et le club pro sur FIFA. Et le club pro sur FIFA, qui est l'équivalent du 10v10. À côté de toi, on a Kams, coach donc de l'équipe de France eFoot. Ouais. Comment on coach quelqu'un comme Usma Kabil ou comme notre fille? Ouais, après c'est donc ouais tu l'as bien dit, donc je suis coach donc pour l'équipe de France eFoot. Après c'est des profils il est passé Walid là, mais c'est des profils qui sont différents, et puis je pense qu'il faut aussi ce qui est important dans le coaching, c'est qu'il faut aussi savoir s'adapter à la personne qu'on va coacher. Il y a des mots qui vont faire tilt pour certains joueurs et qui vont pas forcément parler à d'autres joueurs, et il y a des choses qui par exemple qu'il ne faut surtout pas dire à Walid par exemple, comme par exemple tu vas marquer, arriver dans les derniers 20 mètres lui dire allez tu vas le faire, tu vas marquer, ça c'est des trucs, il te frappe je crois si tu es dans la foulée, il te frappe s'il met pas le but, tandis exactement, voilà, ça devient de ta faute. Comme dans un match de foot, quoi. Peut-être. Et du coup, peut-être, je sais pas. C'est un match de quoi? Et du coup,
à titre de comparaison à un lot de filles qui va avoir peut-être besoin de plus d'accompagnement, d'encouragement, exactement. Et c'est super intéressant parce que il faut savoir aussi, je pense, savoir faire corps avec la personne qu'on va coacher, parce que c'est un boulot d'équipe. J'ai une petite anecdote. La première personne, moi, qui m'a coaché, j'étais joueur, c'est Chris qui m'avait coaché. Je me souviens, c'était un tournoi offline, c'était dans le 95 à Conflans. Moi, je m'en souviens. Et du coup, au début, j'avais vraiment du mal parce que j'acceptais pas en fait le fait qu'on puisse me coacher. Je le voyais comme un frein personnellement, alors que le coaching pour un joueur pro est vraiment, quand on réussit à comprendre ce que peut apporter le coaching, c'est vraiment une addition énorme, notamment quand on est en compétition de haut niveau. Donc l'importance du coach, elle est primordiale. Et quand on réussit à comprendre ça en tant que joueur, je pense vraiment qu'on peut améliorer ses performances. Alors j'ai pas de statistiques précises, mais personnellement moi je le ressens en tant que joueur et en tant que coach également. Je pense que, des retours que j'ai eus, on me dit que je suis une addition positive. Voilà, exactement, c'est une très bonne valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Alors, avec la question du coaching vient celle des structures. Alors, on va conclure, donc je ne vais pas parler tellement des clubs de foot qui sont les structures officielles qui se sont finalement greffées un peu dans les derniers. Avec la popularité est venu l'argent, avec l'argent sont venues les structures, l'intérêt des clubs de foot notamment. On a parlé un petit peu avec Christopher des clubs qui, par contre, des structures qui étaient fondée par les joueurs. On aurait pu parler de la Neo eSport que j'ai évoquée avec Nexa, qui était fondée par Hidekun, et qui a propulsé pas mal de joueurs à un niveau professionnel, dont Walid et Killzoo. Et Killzoo. Pardon. Et François nous précise que c'est le meilleur club formateur de France sur PES. Alors, il y a aussi les structures qui sont à côté, qui sont là pour accompagner l'événementiel, pour organiser les tournois, pour donner les salles, pour finalement être le support et encourager tout l'équilibre de ce e-sport. Et on a transformé Walid, qui est devenu François Blairon. Déjà, je voudrais remercier François pour l'organisation, avec la co-organisation avec la mairie de Torcy et avec Jérémy, qui a disparu mais qui est là-bas. Est-ce qu'on peut remercier François et Jérémy et les applaudir pour ce super festival? Alors, du coup, François, évidemment, on ne pouvait pas conclure sans mettre en avant la structure qui est la tienne, Utopia Gamespace. Est-ce que tu peux brièvement nous raccompagner, pas encore nous raccompagner, mais bientôt, ça viendra, nous raconter la genèse de Utopia Gamespace, qui a d'abord été une structure fondée sur Paris. Pourquoi et comment ? Pourquoi et comment ? Alors, la genèse d'Utopia Gamespace, c'est une longue histoire. J'ai commencé il y a 12 ans à travailler sur ce projet. J'ai commencé en 2008. En gros, l'idée était de monter des structures comme des... En fait, j'avais l'idée d'adapter comme l'univers du cinéma, avec sa structure événementielle pour les passionnés, pour qu'ils puissent venir vivre leur passion. L'univers de la musique, avec la salle de concert pour faire vivre les passionnés. Donc j'ai essayé d'adapter ça au monde du jeu vidéo et de l'e-sport en créant une structure, une salle dans laquelle les événements puissent vivre et s'y épanouir. Alors j'ai commencé en 2008, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis 2 ans à trouver des banques qui allaient me suivre sur le projet, j'ai mis 2 ans à trouver des salles qui voulaient bien s'ouvrir à une activité qui n'existait pas, c'est-à-dire le jeu vidéo et l'e-sport. Parce que quand on fait du professionnel, c'est très dur. En gros, les banques veulent des projets sûrs, les structures veulent des projets sûrs, elles cherchent des commerces comme des pharmacies, des choses très carrées, et ouvrir une entreprise avec une structure, avec des charges fixes de jeux vidéo et d'e-sport, ça a été un très long combat, ça a été très dur. Combat qui a abouti d'abord avec une structure sur Paris, on est d'accord ? La première structure réunissait à la fois les normes de la structure événementielle et les normes de la petite restauration. Voilà. On faisait venir les joueurs et on créait énormément d'événements.
Moi, en créant une structure comme ça, moi je suis issu des simulations de football. C'est-à-dire que j'ai fait avant tout le monde, même avant Christopher, je faisais déjà les compétitions. On t'a évoqué hein, sur les finales au Stade de France. Et d'ailleurs, j'avais été recruté, moi, à la même époque que Christopher a aussi voulu me recruter. J'avais été recruté dans le club des Fêlés du Joystick. Dans le club des Fêlés dont on a parlé. Par Olivier Godard. Moi aussi, mais j'ai choisi à l'époque, moi, la PES World. Rival et amis. Rivaux et amis. Et puis j'ai joué pour Utopia Game Space en 2011. Ouais. Et on avait fait vice-champion de France des clubs juste devant la PES World. C'était donc, pour que tu vois. Voilà. Utopia qui est une structure, qui a eu une équipe, qui en aura peut-être une aussi dans le futur. Là, on remonte des équipes, on a recréé une association qui est déclarée depuis 1 mois et demi. Donc on va remonter des équipes sur différents jeux. Et comme je te le disais, en fait, moi qui venais des simulations de football, j'ai mis en place cet outil et je l'ai ouvert à toutes les communautés. Des différentes communautés de joueurs et différentes cultures de jeux. Parce que je ne pouvais pas me permettre de me baser uniquement sur ce qui pouvait me passionner moi ou ce qui me concernait uniquement, c'est-à-dire les simulations de football. Il fallait, pour créer un équilibre, s'ouvrir aux différentes communautés qui existent dans le monde du jeu vidéo et leur ouvrir les portes, ce que j'ai fait. Et on a fait pas mal de choses aussi. On a beaucoup travaillé sur les simulations de football, mais on a aussi enchaîné sur beaucoup d'autres cultures de jeux vidéo et beaucoup d'autres domaines de l'e-sport. Alors, cette première structure va céder sa place à une seconde qui va être localisée à Noisy-Champs. Tu peux nous rappeler l'adresse? Elle est au milieu de la cité universitaire de Gustave Eiffel, au 11 rue Alfred Nobel. Voilà, 11 rue Alfred Nobel, Noisy-Champs. Allez-y, allez-y, allez-y. Mettez-le en favori sur votre GPS comme moi. Déjà parce que on y mange très bien. C'est aussi un restaurant. Il y a des super bons hamburgers, des plats excellents qui sont en plus à des tarifs à 6 € le midi. On essaie de faire on fait de la nourriture de qualité. On essaye du mieux qu'on peut. Moi, je parle de mon expérience, mais moi, enseignant-chercheur justement à l'université Gustave Eiffel, c'est comme ça hein, que je rencontre la première fois François à Utopia. Je découvre un espace que vous allez voir en vidéo, qui est grand, qui est cosy, qui est beau, avec ses très beaux fauteuils, qui est dédié donc à la restauration, mais surtout aux jeux vidéo, à l'e-sport, où les joueurs pros qui sont là, Walid et d'autres, viennent s'entraîner. Les joueurs pros sur PES, mais sur FIFA, sur des jeux de compas, sur Super Smash Bros, sur différents jeux. Sur Rocket League. J'ai construit un outil événementiel que je mets à la disposition des communautés. N'importe quelle personne qui a un projet aujourd'hui pour développer une animation, un projet événementiel, qui veut faire des choses sur sa communauté, a accès à ma structure gratuitement. Parce que le fait d'avoir mis un restaurant à l'intérieur permet de faire vivre la structure sans avoir besoin du côté événementiel spécialisé dans les jeux vidéo. Exactement. Je signale aussi que c'est un lieu où du coup il y a des consoles next-gen et qu'elles sont accessibles, contrairement au cybercafé à l'ancienne qui coûtait quand même une fortune à l'heure, à des tarifs très très compétitifs. Hein. Et si vous mangez sur place, l'accès est gratuit si tu manges sur place. Et même si tu veux avoir un espace de jeu, ça coûte 6 € de l'heure, tu peux être 4 dans un espace de jeu. Ça te revient à avoir un loisir qui te coûte 1,50 € de l'heure. Voilà. Pour les gens qui n'ont actuellement pas accès à des consoles next-gen, il y a foison, allez-y pour ça. Et puis, par ailleurs, moi qui je suis docteur en art maintenant, je découvre un espace qui est multiculturel, jeux vidéo, exposition d'œuvres d'art, concerts qui sont organisés tout à fait régulièrement avec Victor, que vous pouvez retrouver à Utopia, hein, qui joue avec son groupe et qui joue aussi seul. Tu viens combien de fois par an Une dizaine de fois, quoi. Ouais, une dizaine de fois par an. Et toujours avec succès. Les étudiants de l'université Gustave Eiffel te louent souvent la salle pour organiser des afters. On fait des after-work, on leur prête la salle pour qu'ils puissent faire leurs vidéos, tous les étudiants en cinéma aussi. Que je connais bien. On essaye d'être le plus souple possible pour donner l'accès à cet outil au plus grand nombre de personnes possible. Alors, pour illustrer et conclure cette conférence et ce festival, on va vous montrer à quoi ressemble Utopia Game Space et à quoi précisément ressemblait un tournoi en 2020, un tournoi de PES organisé dans l'espace d'Utopia Game Space, organisé à l'époque par le joueur connu sous le nom de Scorem.
Score M77, qu'on connaît bien et qu'on salue. Et puis, évidemment, donc, François était là. Vous allez voir plein de visages familiers. Et à nouveau, Victor nous fait le plaisir de nous accompagner. Utopia Game Space, mesdames et messieurs. Bravo, merci beaucoup Victor. Je signale au passage que naturellement ce tournoi a été remporté par Kams. Naturellement. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Je veux remercier François pour l'invitation, Victor pour ses superbes accompagnements musicaux. Soso, merci. Merci à toi, merci à vous tous. Christopher, merci. Kams, merci et bravo. Merci beaucoup à Baptiste de rajouter. Merci beaucoup à Walid d'être montré aussi. Excuse-moi. Merci à Walid, ouais, merci beaucoup. Je voulais juste tirer 2 secondes à moi, la couverture, parce que c'est vrai qu'on a fait quelque chose de bien dans l'histoire de l'e-sport, c'est qu'on a quand même commencé en 2010 à vouloir diffuser l'e-sport sur les réseaux sociaux. Je pense qu'à Utopia, on a été les premiers à le faire, et qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de suffisamment répandu et diffusé sur la planète. Absolument, et tu as raison de le préciser. Merci à vous, bonne soirée, et puis merci pour ce festival qui a été vraiment, je trouve, magnifiquement orchestré par tout. Merci à tout le monde, merci à tout le monde d'être venu, merci à tous les acteurs, merci pour cette énergie, merci pour vos talents, ce fut un excellent week-end. Je vous remercie tous et je vous dis à l'année prochaine.